Dans une petite ville, un chat mystérieux avait un comportement inhabituel. Nuit après nuit, il s'introduisait dans un chenil pour sauver des chiens. Avec une habileté jamais vue auparavant, aucune sécurité n'était de taille face au chat. Jusqu'au jour où un chien trahit le chat héros, le laissant piéger. Ce qui s'est passé ensuite vous laissera sans voix. Mais avant, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. La petite ville de Val-Sérien était connue pour sa tranquillité et sa beauté naturelle. Entourée de montagnes verdoyantes et traversée par une rivière cristalline, c'était le genre d'endroit où tout le monde se connaissait par son nom et où les portes étaient rarement verrouillées la nuit. Cependant, tout n'était pas aussi idyllique qu'il y paraissait au premier abord. À la périphérie de la ville, caché par une végétation dense, se trouvait le Chenil Horizon, un endroit qui faisait depuis longtemps l'objet de rumeurs et de chuchotements parmi les habitants. Les histoires sur les conditions précaires et les pratiques douteuses de l'établissement circulaient depuis des années, mais personne ne semblait capable ou disposé à faire quelque chose à ce sujet. C'est par une nuit de pleine lune que tout commença à changer. Le ciel était dégagé, parsemé d'étoiles, et une brise légère portait le parfum des fleurs nocturnes. Au Chenil Horizon, les chiens agités aboyaient occasionnellement, l'heure, sans étouffer par la distance et les épais murs du bâtiment principal. Cette nuit-là, une silhouette élancée et silencieuse se déplaçait dans les ombres du terrain. D'un pas léger et calculé, un chat au pelage noir comme la nuit s'approchait du chenil. Ses yeux, d'un vert intense et brillant, semblaient absorber toute la lumière environnante, lui conférant une apparence presque surnaturelle. Le félin s'arrêta devant la porte de service, ses oreilles attentives captant chaque son. Avec une agilité surprenante, il bondit sur le rebord d'une fenêtre, entr'ouverte, et se glissa à l'intérieur du bâtiment. L'intérieur était sombre et chargé d'odeurs fortes. Un mélange de désinfectants bon marché, de nourriture de basse qualité et l'odeur inconfondable de la peur animale. Des cages s'alignaient le long des murs, la plupart trop petites pour leurs occupants. Des chiens de diverses races et tailles s'entassaient dans des espaces exigus, certains dormant d'un sommeil agité, d'autres observant le nouveau venu avec un mélange de curiosité et d'appréhension. Le chat se déplaçait silencieusement entre les cages, ses yeux verts examinant chaque serrure, chaque cadenas. Il s'arrêta devant une cage où un petit bâtard tremblait, visiblement effrayé et malade. Avec délicatesse, le félin se dressa sur ses pattes arrière et, à la surprise du petit chien, commença à manipuler le mécanisme de la serrure avec ses pattes avant. Des minutes passèrent dans un silence tendu, brisé seulement par l'occasionnel tintement métallique. Soudain, on entendit un léger clic et la porte de la cage s'ouvrit. Le bâtard regarda le chat confus et hésitant. D'un mouvement doux de la tête, le félin sembla encourager le chien à sortir. Tremblant, le petit chien fit ses premiers pas hors de la cage. Le chat le guida jusqu'à la fenêtre par laquelle il était entré, l'aidant à s'échapper dans la nuit. Une fois dehors, le bâtard jeta un dernier regard à son sauveur avant de disparaître dans l'obscurité. Le chat retourna à sa mission, se déplaçant de cage en cage. Avec une habileté presque surnaturelle, il ouvrit 3 autres cadenas, libérant au total 4 chiens cette nuit-là. Chaque animal, se voyant libre, suivait l'exemple du premier, s'échappant par la fenêtre et disparaissant dans la nuit. Lorsque les premiers rayons du soleil commencèrent à teinter l'horizon, le chat mystérieux avait déjà quitté le chenil, sans laisser aucune trace de sa présence. Les employés du Chenil Horizon arrivèrent pour une nouvelle journée de travail, complètement ignorant des événements de la nuit précédente. Ce ne fut que lorsque Jules, le gardien le plus ancien, fit sa ronde matinale que l'alarme fut donnée. 4 cages vides, 4 cadenas ouverts sans signe d'effraction. La panique s'installa parmi les employés, et bientôt le propriétaire, M. Mercier, fut appelé en urgence. « Comment est-ce possible ?» vociféra M. Mercier, un homme corpulent d'âge moyen, le visage rouge de colère. « 4 chiens ne disparaissent pas comme ça dans les airs. Quelqu'un a dû entrer ici. » Mais il n'y avait aucun signe d'intrusion, aucune clôture coupée, aucune porte forcée. Les caméras de sécurité, obsolètes et mal positionnées, n'avaient rien capté d'autre que les ombres de la nuit. C'était comme si les chiens s'étaient simplement évaporés de leur cage. Tandis que le chaos s'installait au Chenil Horizon, en ville, une histoire différente commençait à se dérouler. Marie, une jeune vétérinaire fraîchement diplômée, arriva à sa clinique ce matin-là pour trouver une surprise inattendue.
Recroquevillé sur le seuil de la porte, tremblant et visiblement effrayé, se trouvait un petit bâtard. « Salut, mon petit !» chuchota Marie, s'approchant doucement. Le petit chien la regarda avec de grands yeux effrayés, mais ne s'enfuit pas. Avec précaution, elle l'examina, remarquant immédiatement les signes de négligence et de possibles mauvais traitements. « Ne t'inquiète pas, tu es en sécurité maintenant. » Au cours de la journée, 3 autres chiens furent trouvés errants dans les rues de Val-Sérin. Chacun d'eux présentait des signes similaires de négligence, et tous semblaient désorientés et effrayés. La communauté, toujours unie, n'hésita pas à aider. Des familles se portèrent volontaires pour héberger temporairement les chiens, tandis que Marie et d'autres vétérinaires locaux prodiguaient les soins nécessaires. À mesure que la nouvelle des chiens secourus se répandait, les gens commencèrent à faire des connexions. Les rumeurs sur le chenil Horizon ressurgirent, maintenant avec une nouvelle urgence. Certains habitants plus âgés se souvinrent d'histoires similaires d'il y a des années, des chiens disparaissant mystérieusement du chenil, pour être retrouvés quelques jours plus tard, errant dans la ville. Pendant ce temps, dans l'ombre des ruelles et dans les coins sombres des jardins, un chat noir observait. Ses yeux verts brillaient d'une intelligence presque humaine, comme s'il évaluait le résultat de ses actions. D'un mouvement gracieux, il disparut dans la nuit, ne laissant derrière lui que l'écho lointain d'un miaulement qui sonnait presque comme une promesse. Ce n'était que le début. Alors que le soleil se couchait sur Val-Sérin ce jour-là, une nouvelle énergie flottait dans l'air. Les habitants, autrefois endormis dans leur routine paisible, sentaient maintenant que quelque chose était sur le point de changer. Dans les maisons où les chiens secourus avaient trouvé un abri temporaire, des liens commençaient à se former. Des familles, qui n'avaient jamais envisagé d'avoir un animal de compagnie, se trouvaient soudainement charmées par la loyauté et la gratitude de ces survivants résilients. À la clinique vétérinaire, Marie travaillait tard, s'occupant des nouveaux arrivants et essayant de percer le mystère de leur apparition soudaine. Alors qu'elle examinait le dernier chien, un labrador d'âge moyen aux yeux tristes, elle remarqua quelque chose de curieux. Un poil noir, fin et long, accroché à sa fourrure. Il n'appartenait à aucun des chiens qu'elle avait examinés. « Qu'est-ce que tu as fait, mon grand ?» murmura-t-elle, gardant le poil pour une analyse ultérieure. « Et qui est ton mystérieux ami ?» Cette nuit-là, alors que la ville dormait, le chat noir se faufila à nouveau dans les rues. Sa destination, une fois de plus, était le chenil Horizon. Mais cette fois, quelque chose avait changé. Les lumières du bâtiment principal restaient allumées et des voix altérées pouvaient être entendues de l'intérieur. Le félin s'approcha, avec prudence, ses sens aiguisés captant chaque détail. À travers une fente dans la fenêtre, il put voir M. Mercier gesticulant furieusement, entouré d'employés nerveux. De nouvelles caméras étaient en cours d'installation et des cadenas plus robustes étaient distribués. « Je veux des gardes armés ici toutes les nuits », rugissait M. Mercier. « Plus personne ne volera mes chiens, et si vous attrapez le responsable… » Sa voix baissa pour adopter un ton menaçant qui fit se hérisser les poils du chat. Les jours qui suivirent à Val-Sérin furent marqués par un mélange d'excitation et d'appréhension. La nouvelle des chiens secourus se répandit rapidement, éveillant la curiosité et l'inquiétude des habitants. Dans les rues, les cafés et les réunions familiales, le sujet dominait les conversations. Marie, la jeune vétérinaire, se retrouva involontairement au centre de l'attention. Sa clinique était toujours pleine, non seulement de patients réguliers, mais aussi de personnes anxieuses d'avoir des nouvelles des chiens mystérieux. Elle faisait de son mieux pour rester discrète, mais il était difficile de contenir les rumeurs. « Docteur Charles », appela Marie son mentor, un vétérinaire expérimenté qui l'avait accueilli dans la clinique après son diplôme. « J'ai besoin de vous montrer quelque chose. » Elle le conduisit à son microscope, où elle avait placé le poil noir trouvé sur le labrador secouru. « Regardez ça, ce n'est d'aucun des chiens que nous avons examinés. » Le docteur Charles ajusta ses lunettes et observa attentivement. « Intéressant, ça semble être d'un félin, un chat peut-être. » Marie hocha la tête, son esprit travaillant rapidement. Mais que ferait un chat au milieu de tout ça? Pendant ce temps, de l'autre côté de la ville, le chenil Horizon s'était transformé en forteresse. Des clôtures plus hautes avaient été érigées, des caméras de dernière génération installées à chaque coin, et des gardes armés patrouillaient le périmètre jour et nuit. M. Mercier, déterminé à éviter d'autres incidents, supervisait personnellement chaque changement. « Personne ne volera plus aucun chien d'ici, »
déclara-t-il à ses employés, son visage rouge de colère contenue. « Et si quelqu'un essaye, eh bien, ils le regretteront amèrement. » Les employés échangèrent des regards nerveux. Beaucoup d'entre eux travaillaient là depuis des années, habitués à fermer les yeux sur les pratiques douteuses de l'endroit. Mais maintenant, avec toute cette attention indésirable, certains commençaient à remettre en question leur choix. Jules, le gardien le plus ancien, ressentait le poids de la culpabilité plus que quiconque. Il connaissait les coins sombres du chenil, les pratiques illégales, les animaux maltraités. Mais la peur de perdre son emploi, sa seule source de revenus, l'avait toujours maintenu dans le silence. Cette nuit-là, après que tout le monde fut parti, Jules resta sous prétexte de faire une dernière vérification. Seul parmi les cages, il se permit de regarder vraiment les animaux sous sa garde. Les yeux tristes, les corps maigres, l'odeur de maladie et de peur, tout cela le frappa comme jamais auparavant. « Pardonnez-moi, chuchota-t-il, la voix étranglée. J'aurais dû faire quelque chose il y a longtemps. » À l'extérieur, caché dans les ombres, le chat noir observait. Ses yeux verts, attentifs, qu'intelligents, semblaient comprendre le conflit intérieur de Jules. Pendant un moment, le félin envisagea de révéler sa présence, mais la prudence l'emporta. Ce n'était pas encore le moment. Le lendemain matin, Valserin se réveilla, avec une surprise. Des affiches colorées avaient été répandues dans toute la ville pendant la nuit. Sur elles, des photos des chiens secourus souriaient aux passants, accompagnés de messages d'espoir et d'appels à l'aide. « Aidez-nous à trouver un foyer pour ces survivants », disait l'une des affiches. « Adoptez un ami, sauvez une vie », proclamait une autre. L'initiative, organisée par Marie et un groupe de bénévoles, avait pour objectif non seulement de trouver des foyers permanents pour les chiens secourus, mais aussi d'attirer l'attention sur le problème plus large qui hantait la ville. La réponse de la communauté fut immédiate et chaleureuse. Des files d'attente se formèrent devant la clinique vétérinaire, avec des personnes désireuses de rencontrer les chiens et d'offrir un foyer. Parmi elles se trouvait Madame Claudette, une dame âgée qui vivait seule depuis le départ de son mari. « J'ai toujours voulu un petit chien », dit-elle à Marie, ses yeux brillant d'émotion en rencontrant le petit bâtard qui avait été le premier à être secouru. « Mais je n'ai jamais eu le courage. Maintenant, je sens que c'est le bon moment. » Marie sourit, ressentant une vague de gratitude. « Je suis sûre que vous serez de merveilleux compagnons, Madame Claudette. » Au fil des jours, de plus en plus de chiens trouvaient des foyers aimants. La communauté de Valserin, autrefois endormie dans sa routine, semblait maintenant s'éveiller à une nouvelle réalité. Des voisins qui se parlaient à peine échangeaient désormais des conseils sur les soins aux animaux de compagnie. Des enfants qui passaient auparavant des heures collés à des écrans couraient maintenant dans les parcs, jouant avec leurs nouveaux amis à fourrure. Cependant, tout le monde n'était pas heureux de ce changement. Mais sa clinique était toujours pleine, non seulement de patients réguliers, mais aussi de personnes anxieuses d'avoir des nouvelles des chiens mystérieux. Elle faisait de son mieux pour rester discrète, mais il était difficile de Comte-Mercier observer le mouvement croissant avec une paranoïa grandissante. Chaque fois qu'il voyait une affiche, chaque fois qu'il entendait quelqu'un parler d'adoption, il avait l'impression qu'on pointait un doigt accusateur dans sa direction. « Il faut que ça cesse », marmonna-t-il pour lui-même, froissant une des affiches qu'il avait trouvées près de chez lui. « Je vais mettre fin à cette mascarade une bonne fois pour toutes. » Pendant ce temps, dans les ombres de la nuit, le chat noir poursuivait sa vigile silencieuse. Il observait les nouveaux foyers, des chiens secourus, s'assurant qu'ils étaient en sécurité et heureux. Parfois, l'un des chiens l'apercevait par la fenêtre et aboyait en signe de reconnaissance, mais le félin disparaissait toujours avant que quelqu'un ne puisse le remarquer. Une nuit, alors qu'il faisait sa ronde habituelle, le chat remarqua une activité étrange près du chenil horizon. Des voitures inconnues entraient et sortaient, et des hommes à l'allure suspecte chargèrent des caisses dans le bâtiment principal. Intrigué et inquiet, le félin s'approcha avec prudence. Caché derrière quelques buissons, il parvint à capter des bribes d'une conversation. « Tu es sûr que personne ne va découvrir ? » « Relax. Avec ce système, on va doubler les profits. En quelques semaines. Et si quelqu'un se doute de quelque chose ? Laisse-moi faire. J'ai mes méthodes pour traiter les fouineurs. » Le chat sentit ses poils se hérisser. Quoi qu'il se passait, il était clair que les problèmes au chenil horizon étaient loin d'être terminés. En fait, il semblait ne faire que commencer. Avec cette nouvelle information,
le félin savait qu'il devait agir rapidement. Mais comment alerter les humains? Comment leur faire comprendre la gravité de la situation sans révéler sa véritable nature? Alors qu'il s'éloignait silencieusement du chenil, le chat noir fit une pause, regardant le ciel étoilé. La lune presque pleine baignait la ville de sa lumière argentée. Quelque part là-bas, il y avait quelqu'un qui pourrait aider, quelqu'un qui comprendrait l'urgence de sa mission. Avec un miaulement bas qui ressemblait presque à une prière, le chat disparut dans la nuit. La bataille pour l'avenir des animaux de Valserin ne faisait que commencer, et il savait qu'il aurait besoin de toute l'aide possible pour gagner. À la clinique vétérinaire, Marie travaillait tard, analysant les résultats de certains examens. Son esprit, cependant, était ailleurs. Quelque chose la dérangeait, une pièce du puzzle qui semblait manquer. « Il se passe quelque chose de plus grand ici », murmura-t-elle pour elle-même, regardant la photo d'un des chiens secourus. « Et je vais découvrir ce que c'est. » L'aube à Valserin apporta avec elle une atmosphère chargée d'attente. Les rues, autrefois silencieuses, aux premières heures du matin, pulsèrent maintenant d'une énergie inhabituelle. Des groupes d'habitants se rassemblaient au coin des rues, parlant à voix basse et jetant des regards furtifs en direction du chenil horizon. Marie arriva tôt à la clinique, déterminée à percer le mystère qui la hantait. En ouvrant la porte, elle fut surprise par une figure familière, Madame Claudette, la dame qui avait adopté le premier chien secouru. « Bonjour, docteur », dit Madame Claudette, sa voix tremblante d'inquiétude. « Désolée de venir si tôt, mais c'est Biscotte. Il est différent. » Marie fronça les sourcils, invitant la dame à entrer. « Différent comment, Madame Claudette ?»« Il n'arrête pas d'aboyer vers la fenêtre, » expliqua la vieille dame. « Et hier soir, j'ai juré avoir vu un chat noir dans le jardin. Quand je suis allé vérifier, Biscotte était dehors, comme s'il parlait avec le chat. » L'esprit de Marie s'accéléra. Le poil noir qu'elle avait trouvé, les aboiements mystérieux. Il y avait une connexion là, elle pouvait le sentir. « Je passerai chez vous cet après-midi pour examiner Biscotte, d'accord ?» promit Marie, essayant de calmer la dame. Pendant ce temps, au chenil horizon, M. Mercier convoquait une réunion urgente avec ses employés. L'ambiance était tendue et la nervosité palpable dans l'air. « Écoutez bien, » commença-t-il, sa voix grave résonnant dans le hangar. « Les choses changent ici. Nous avons de nouveaux partenaires commerciaux. À partir de maintenant, toutes questions sur nos procédures ou sur les animaux doivent m'être adressées. Compris ?» Les employés acquiescèrent en silence, échangeant des regards inquiets. Hennirent les rumeurs. « Docteur Charles » appela Marie son mentor, un vétérinaire expérimenté, qui l'avait accueilli dans la clinique après son diplôme. « J'ai besoin de vous montrer quelque chose. » Elle le conduisit à son microscope, où elle avait placé le poil noir trouvé sur le labrador secouru. « Regardez ça. Ce n'est... » Jules, le gardien le plus ancien, sentit un nœud se former dans son estomac. Il savait que quelque chose n'allait pas, très mal. Après la réunion, Jules se faufila dans un coin isolé du chenil. D'une main tremblante, il sortit son téléphone, portable, et composa un numéro qu'il n'aurait jamais pensé utiliser. « Allô, police ?» chuchota-t-il. « Je dois faire un signalement anonyme. » À l'extérieur, caché dans les ombres, le chat noir observait. Ses yeux verts brillèrent d'un mélange d'approbation et d'inquiétude. Jules faisait la bonne chose, mais cela le mettait en danger. Au fil de la journée, un sentiment d'inquiétude se répandait dans Valserin. Sur la place centrale, un groupe d'habitants s'était réuni pour discuter des derniers événements. « J'ai entendu dire qu'ils amènent de nouveaux animaux au chenil », commenta une dame. « Mais personne n'a vu de camion entrer ou sortir. »« Mon neveu travaille à la mairie », ajouta un autre habitant. « Il dit qu'il n'y a aucun registre officiel. De nouvelles acquisitions par le chenil horizon depuis des mois. » Les murmures et les théories se multipliaient, alimentant la méfiance croissante de la communauté. Pendant ce temps, Marie tenait sa promesse et visitait la maison de Madame Claudette. En examinant Biscotte, elle ne trouva rien d'anormal physiquement. Cependant, le comportement du chien l'intriguait. Il semblait anxieux, regardant constamment vers la fenêtre et émettant de petits aboiements. « Madame Claudette » demanda Marie, « vous avez dit avoir vu un chat noir, n'est-ce pas ? Pouvez-vous me montrer exactement où ?» La dame la conduisit dans le jardin, pointant vers un coin ombragé, près de la clôture. Marie s'approcha, examinant soigneusement l'endroit.
C'est alors qu'elle remarqua quelque chose. De petites empreintes, félines dans la terre meuble. « Intéressant », murmura-t-elle, prenant une photo avec son téléphone portable. De retour à la clinique, Marie plongea dans ses recherches. Elle compara les empreintes avec différentes espèces de félins, analysa le poil noir trouvé précédemment et revit tous les cas d'animaux secourus. Plus elle enquêtait, plus elle était convaincue qu'il y avait une intelligence derrière tout cela. « Ce n'est pas possible », se dit-elle, se frottant les yeux fatigués. « Un chat ne pourrait pas, ou pourrait-il ?» La nuit tomba sur Val-Sérin, apportant avec elle un calme trompeur. Au Chenil-Horizon, les gardes faisaient leur ronde habituelle, attentifs à tout mouvement suspect, mais même eux n'étaient pas préparés à ce qui allait se passer. Le chat noir, plus déterminé que jamais, s'approcha du chenil. Cette fois, cependant, il n'était pas seul. Dans les ombres autour de lui, d'autres félins se déplaçaient silencieusement. Des chats de rue, des chats domestiques, même quelques chats sauvages de la forêt voisine, tous unis par un objectif commun. Avec une coordination impressionnante, les félins se dispersèrent autour du périmètre du chenil. Certains distrayaient les gardes avec des miaulements et des mouvements soudains, tandis que d'autres cherchèrent des failles dans la sécurité. Le chat noir, dirigeant l'opération, trouva une petite ouverture près d'une fenêtre mal fermée. À l'intérieur du bâtiment, les chiens commencèrent à s'agiter. Des aboiements d'excitation et d'attente résonnaient contre les murs, alertant les gardes. Mais quand ils accoururent pour vérifier, ils ne trouvèrent que des cages fermées et des chiens apparemment calmes. Ce que les gardes ne virent pas, c'étaient les petites pattes habiles travaillant sur les serrures, ni les chuchotements félins guidant les chiens vers la liberté. Un par un, silencieusement, les animaux étaient libérés et guidés hors du chenil. Pendant ce temps, en ville, Marie fut réveillée par un appel téléphonique urgent. « Docteur », c'était la voix agitée d'un des bénévoles. « Ça recommence. D'autres chiens apparaissent dans les rues. Beaucoup d'entre eux. » Marie sauta du lit, le cœur battant. « J'arrive », répondit-elle, sachant que cette nuit pourrait être le tournant de toute cette histoire. À mesure que l'aube approchait, Val-Sérin assistait à un spectacle surréaliste. Dans les rues silencieuses, des groupes de chiens marchaient guidés par des chats. Les habitants réveillés par le bruit regardaient par les fenêtres, incrédules devant la scène. À la clinique vétérinaire, maintenant transformée en centre de sauvetage improvisé, Marie et une équipe de bénévoles travaillaient frénétiquement pour accueillir et soigner les animaux nouvellement arrivés. Entre l'examen des chiens et la coordination des efforts, Marie ne put s'empêcher de remarquer un détail curieux. Chaque chien secouru avait, d'une manière ou d'une autre, le même poil noir accroché à sa fourrure. À l'extérieur, observant tout de loin, le chat noir s'assit, ses yeux verts brillant d'un mélange de satisfaction et de détermination. La bataille était loin d'être terminée, mais cette nuit avait été une victoire significative. L'aube. À Val-Sérin apporta avec elle une atmosphère de chaos contrôlé. La nouvelle des nouveaux sauvetages se répandit rapidement, et bientôt la clinique vétérinaire de Marie fut entourée d'une foule de curieux, de bénévoles et de journalistes locaux. Marie, épuisée après une nuit entière de travail, faisait maintenant face à une nouvelle bataille. Gérer la presse et les autorités qui commençaient à arriver. Le maire de la ville, un homme d'âge moyen nommé Auguste Neuville, apparut accompagné d'assistants et de policiers. « Docteur Marie », appela-t-il, sa voix autoritaire coupant le brouhaha de la foule. « Nous devons parler, en privé. » Réticente à laisser ses patients, mais consciente de l'importance du moment, Marie suivit le maire dans une pièce à l'arrière de la clinique. « Que se passe-t-il ici » demanda Auguste, son ton mêlant inquiétude et irritation. « D'abord, c'était quelques chiens, maintenant ça... Nous avons presque 30 animaux qui apparaissent de nulle part. » Marie prit une profonde inspiration, organisant ses pensées. « Monsieur le maire, je crois que nous sommes face à quelque chose de bien plus grand que ce que nous imaginions. Ces chiens, ils viennent du Chenil-Horizon. » Le visage du maire pâlit légèrement. « C'est une accusation sérieuse, docteur, avez-vous des preuves ?»« J'ai des indices, » répondit Marie, lui montrant des photos des chiens, des rapports médicaux et enfin le mystérieux poil noir. « Et il y a plus. Je crois que quelqu'un, ou quelque chose, aide ces animaux à s'échapper. » Pendant ce temps, au Chenil-Horizon, M. Mercier était hors de lui. La découverte des cages vides au matin avait déclenché une crise sans précédent. « Comment est-ce possible ?» criait-il, faisant les 100 pas dans son bureau. « Nous avions des gardes, des... »
caméras, tout un système de sécurité. Jules, le gardien le plus ancien, observait tout avec un mélange de soulagement et d'appréhension. Son signalement anonyme à la police n'avait pas encore eu d'effet visible, mais il savait que ce n'était qu'une question de temps. Soudain, une agitation à l'extérieur attira l'attention de tous. Des voitures de police arrivaient, leurs sirènes déchirant l'air tendu du matin. « Monsieur Mercier !» appela un policier, entrant dans le bureau sans cérémonie. « Nous avons un mandat pour inspecter ces installations. Veuillez coopérer, s'il vous plaît. » Le visage de Monsieur Mercier passa du rouge au blanc en quelques secondes. Son empire s'effondrait sous ses yeux. En ville, la nouvelle de l'inspection policière au Chenil-Horizon se répandit comme une traînée de poudre. Des groupes d'habitants se rassemblèrent spontanément, marchant en direction du lieu. Parmi eux, Madame Claudette, accompagnée de Biscotte, menait un groupe de personnes âgées indignées. « Assez de secrets !» criait-il. « Nous voulons sa vérité. » Marie, accompagnée du maire et de quelques bénévoles, se dirigea également vers le chenil. En chemin, elle ne put s'empêcher de remarquer quelque chose de curieux. Des chats de toutes les couleurs et tailles semblaient suivre la foule, observant tout depuis les toits, les murs et les arbres. En arrivant au Chenil-Horizon, la scène était surréaliste. Des policiers fouillaient les lieux, des employés étaient interrogés et une foule agitée s'agglutinait aux portes. C'est alors que quelque chose d'extraordinaire se produisit. Un miaulement fort et pénétrant déchira l'air, faisant taire momentanément toute la confusion. Au sommet du mur du chenil, se détachant contre le ciel bleu, se tenait un chat noir aux yeux verts intenses. Marie sentit son cœur s'accélérer. C'était lui, le chat mystérieux qu'elle traquait depuis des semaines. Comme en réponse à un appel silencieux, des dizaines d'autres chats commencèrent à apparaître, encerclant le périmètre du chenil. La foule assistait, bouche bée, tandis que les félins se positionnaient stratégiquement. « Mon Dieu !» chuchota Madame Claudette, serrant Biscotte contre sa poitrine. « On dirait qu'il nous protège. » À l'intérieur du chenil, l'inspection policière révélait des horreurs au-delà de l'imagination. Des registres falsifiés, des médicaments illégaux et des conditions sanitaires déplorables n'étaient que la partie visible de l'iceberg. Monsieur Mercier, voyant son empire s'effondrer, tenta un dernier coup désespéré, courant vers une pièce. À l'arrière, il commença à détruire des documents et des preuves. Mais il ne comptait pas sur un certain félin noir qui, d'une manière ou d'une autre, s'était infiltré dans le bâtiment. Avec un miaulement fort, le chat attira l'attention d'un policier, le guidant directement vers Monsieur Mercier et les preuves qu'il tentait de détruire. « Arrêtez immédiatement !» cria le policier, dégainant son arme. « Vous êtes en état d'arrestation. » Dehors, la foule explosa en applaudissements et cris de joie quand ils virent Monsieur Mercier être emmené menotté. Marie, cependant, avait les yeux fixés sur le chat noir qui marchait maintenant calmement dans sa direction. S'accroupissant, elle tendit la main vers le félin. « Merci » chuchota-t-elle, ne se souciant pas si quelqu'un trouvait étrange qu'elle. « Parle à un chat. Tu as sauvé beaucoup de vies. » Le chat la regarda dans les yeux, un regard qui semblait contenir des siècles de sagesse. Avec un ronronnement doux, il frotta sa tête contre la main de Marie avant de disparaître à nouveau dans la foule de félins. Au fil de l'après-midi, Valserin se retrouva au centre d'une tempête médiatique. Des journalistes de tout le pays arrivaient pour couvrir l'histoire du chenil de l'horreur et des chats héros. Marie, maintenant reconnue comme la principale défenseur des animaux de la ville, fut bombardée de demandes d'interview. Mais son esprit était ailleurs. Elle savait que, malgré cette victoire, la lutte était loin d'être terminée. Ce soir-là, alors que la ville célébrait la fermeture du Chenil-Horizon et le sauvetage des animaux, Marie se retrouva seule dans son jardin, regardant les étoiles. « Je sais que tu es là, » dit-elle doucement, « et je sais que nous avons encore beaucoup de travail devant nous. » Comme en réponse, un miaulement doux résonna dans l'obscurité. Le chat noir émergea des ombres, s'asseyant à côté d'elle. Ensemble, humaine et félin, ils contemplèrent le ciel nocturne, sachant que ce n'était que la première bataille d'une guerre bien plus grande pour la protection et le respect des animaux. Dans les semaines qui suivirent la fermeture du Chenil-Horizon, Valserin connut une transformation remarquable. La ville, autrefois connue pour sa tranquillité, bouillonnait maintenant d'une nouvelle énergie. L'affaire du Chenil de l'horreur et des chats héros avait captivé non seulement l'imagination des habitants locaux, mais aussi celle de tout le pays. Marie se retrouva au centre d'un tourbillon d'activités.
Sa clinique vétérinaire, maintenant agrandie grâce à des dons et des bénévoles, était devenue un phare d'espoir pour les animaux nécessiteux de toute la région. Mais avec la renommée vinrent aussi les défis. Un matin particulièrement agité, Marie fut surprise par une visite inattendue. Claire Moreau, une célèbre présentatrice de télévision, attendait dans la salle d'attente de la clinique. « Docteur Marie. » Claire sourit, tendant la main. « Nous nous rencontrons enfin. Je suis venu personnellement vous inviter à participer à mon émission. La France entière veut entendre votre histoire. » Marie hésita. Une partie d'elle voulait saisir l'opportunité de diffuser le message de protection des animaux. Une autre partie craignait l'exposition et les conséquences possibles. « J'ai besoin d'y réfléchir, » répondit-elle prudemment. Pendant ce temps, dans une cellule de la prison départementale, M. Mercier faisait face aux conséquences de ses actes. Isolé et abandonné par ses anciens alliés, il ruminait sa chute, jurant de se venger de ceux qui l'avaient exposé. De retour à Val-Sérin, la communauté se mobilisait de manière surprenante. Le maire Auguste Neuville, sous la pression de l'opinion publique, annonça une série de mesures pour protéger les animaux de la ville. « Nous allons transformer Val-Sérin en capitale de la protection animale du pays », déclara-t-il lors d'une conférence de presse. De nouveaux refuges, des programmes de stérilisation gratuite et une éducation dans les écoles sur le respect des animaux. Madame Claudette, désormais une figure bien aimée de la communauté, dirigeait un groupe de personnes âgées lors de visites régulières dans les écoles, emmenant Biscotte et d'autres chiens secourus pour enseigner aux enfants la compassion et la responsabilité. Mais tout n'était pas rose. Avec la tension croissante sur Val-Sérin, les opportunistes apparurent aussi. Des entrepreneurs sans scrupules arrivaient en ville, voyant dans la cause animale une chance de profit facile. Jules, l'ancien gardien du Chenil Horizon, travaillait maintenant comme bénévole à la clinique de Marie. Son expérience et sa connaissance des coulisses de l'ancien Chenil s'avérèrent inestimables. « Docteur, » dit-il un jour, sa voix chargée d'inquiétude, « je crois que nous avons un problème. J'ai entendu des rumeurs selon lesquelles certains des anciens partenaires de M. Mercier prévoient d'ouvrir un nouveau chenil aux alentours de la ville. » Marie sentit son cœur se serrer. La lutte, comme elle le craignait, était loin d'être terminée. Cette nuit-là, incapable de dormir, Marie sortit pour une promenade. Sans s'en rendre compte, ses pas la menèrent jusqu'au terrain de l'ancien Chenil Horizon, maintenant abandonné et clôturé. « Je savais que je vous trouverais ici », une voix douce résonna derrière elle. C'était Claire Moreau, la présentatrice. « Comment ?» Marie commença surprise. Claire sourit. « Journaliste, vous vous souvenez ? J'ai mes sources, mais je ne suis pas venue ici pour une interview. Je suis venue en tant qu'allié. » Les deux femmes parlèrent pendant des heures, partageant leurs préoccupations et leurs idées. Claire révéla que sa venue à Val-Sérin n'était pas seulement professionnelle, mais personnelle. Elle aussi avait une histoire de sauvetage animal et voyait en Marie une partenaire dans la lutte pour de véritables changements. Pendant qu'elles discutaient, aucune des deux ne remarqua les yeux verts qui les observaient depuis les ombres. Le chat noir, toujours vigilant, écoutait chaque mot. Le lendemain matin, Val-Sérin se réveilla avec une surprise. Des affiches mystérieuses étaient apparues dans toute la ville pendant la nuit. Sur elles, de puissantes images d'animaux secourus se mêlaient à des messages de sensibilisation et d'alerte sur les dangers des chenils clandestins. La communauté bouillonnait de spéculations. Qui était derrière cette campagne nocturne? Certains juraient avoir vu des chats distribuer les affiches, mais ils étaient rapidement écartés comme délirants. Marie, en voyant les affiches, ressentit un mélange d'espoir et d'appréhension. Elle reconnut le style, le message. Son allié félin était de nouveau en action. Cet après-midi-là, la vétérinaire prit enfin sa décision. Elle appela Claire Moreau. « Je suis prête, » dit Marie. « Utilisons votre plateforme pour diffuser ce message. Mais à une condition, je veux que nous enquêtions sur ces rumeurs concernant de nouveaux chenils clandestins. » Claire, à l'autre bout du fil, sourit. « J'ai déjà une longueur d'avance, ma chère. J'ai une équipe d'investigation prête à l'action. Nous allons exposer ces criminels et protéger nos amis à quatre pattes. » Pendant ce temps, dans les ruelles et sur les toits de Val-Sérin, une réunion inhabituelle avait lieu. Des dizaines de chats menés par le mystérieux félin noir semblaient être en profonde communication. Leurs miaulements et mouvements
pour un observateur occasionnel, pourrait sembler aléatoire. Mais il y avait un but, un plan en cours, d'élaboration. À mesure que la nuit tombait sur la ville, une énergie palpable flottait dans l'air. Des changements approchaient, des batailles allaient être livrées. Mais cette fois, Valserrin était prête. Humains et animaux, unis par un objectif commun, étaient prêts à affronter tout défi qui se présenterait. Le soleil se levait, à peine lorsque Marie reçut un appel urgent. C'était Jules, sa voix tremblante d'inquiétude. « Docteur, vous devez venir à l'ancienne ferme des Oliviers, maintenant. » Sans perdre de temps en question, Marie prit ses clés et sortit. L'ancienne ferme des Oliviers, abandonnée depuis des années, se trouvait aux limites de Valserrin. Arrivant, elle trouva Jules accroupi près d'une grange en ruine. « Regardez !» chuchota-t-il, pointant vers l'intérieur. Ce que Marie vit glaça son sang. Des dizaines de cages empilées, certaines contenant encore des restes de poils et des taches suspectes. Il était clair que cet endroit avait été utilisé récemment. C'est... Elle commença, mais fut interrompue par un miaulement familier. Le chat noir émergea des ombres, ses yeux verts brillant d'une intensité que Marie n'avait jamais vue auparavant. « Tu nous as amenés ici » murmura-t-elle au félin, qui répondit par un léger hochement de tête. Jules, encore pâle, expliqua « J'ai reçu un tuyau anonyme hier soir. Quand je suis arrivé ici à l'aube, j'ai vu des hommes charger ces cages dans des camions. J'ai réussi à prendre quelques photos avant qu'ils ne partent. » Marie examina les photos sur le téléphone de Jules. Son cœur s'accéléra en reconnaissant certains des hommes. Ce sont les anciens associés de M. Mercier. Ils recommencent l'opération. À ce moment, le téléphone de Marie sonna. C'était Claire Moreau. « Marie, nous avons un problème. » La voix de la journaliste était tendue. « Je viens de recevoir des informations sur un réseau de trafic d'animaux opérant dans plusieurs villes. Et devinez quoi? Valserrin est l'un des points centraux. » L'esprit de Marie tournoyait. Tout était connecté. L'ancien chenil, les nouveaux, mouvements suspects, l'opération qu'ils venèrent de découvrir. « Claire, j'ai besoin que vous veniez à Valserrin immédiatement. Nous avons beaucoup à discuter. » Pendant ce temps, dans la prison départementale, M. Mercier recevait une visite. Inattendue. Un avocat élégant, se présentant comme le représentant d'un groupe d'investisseurs intéressés, lui offrait un marché tentant. « Mon client est prêt à payer votre caution et à offrir une protection juridique, » sourit l'avocat, sa voix douce comme de la soie. « En échange, nous avons juste besoin de quelques informations. » Les yeux de M. Mercier brillèrent d'un mélange d'avidité et de vengeance. « Dites à votre client que j'écoute. » De retour à Valserrin, la nouvelle de la découverte à la ferme des Oliviers se répandit rapidement. La communauté, encore en alerte après les événements récents, se mobilisa à nouveau. Madame Claudette, toujours en première ligne, organisa une veillée devant la mairie. « Nous ne permettrons pas à ces criminels de revenir tourmenter notre ville et nos animaux, » déclara-t-elle, Biscotte aboyant en accord à ses côtés. Le maire Auguste Neuville, sous la pression de l'opinion publique et de la presse qui commençait à arriver, convoqua une réunion d'urgence avec les autorités locales et départementales. Marie, travaillant maintenant en étroite collaboration avec Claire Moreau, commença à relier les points. Le réseau de trafic était plus vaste et plus complexe qu'il ne l'avait initialement imaginé. Il impliquait des politiciens corrompus, des hommes d'affaires sans scrupules, et même quelques célébrités qui utilisèrent leur influence pour couvrir les opérations illégales. « Nous devons être prudentes, » avertit Claire. « Nous avons affaire à des personnes puissantes et dangereuses. » Alors que les enquêtes avançaient, quelque chose d'extraordinaire commença à se produire à Valserrin. Des habitants rapportaient avoir vu des chats agir de manière inhabituelle, patrouillant les rues en groupe, observant attentivement les véhicules suspects, allant même jusqu'à escorter des chiens lors de leur promenade. Marie, observant ce comportement, ne put s'empêcher de sourire. Son allié félin avait mobilisé une véritable armée silencieuse. Un soir, alors, qu'elle travaillait tard à sa clinique, Marie entendit un grattement à la fenêtre. C'était le chat noir. Mais cette fois, il n'était pas seul. À ses côtés, boitant légèrement, se trouvait un chiot visiblement maltraité. Avec précaution, Marie ouvrit la fenêtre, permettant aux deux d'entrer. Tout en examinant et soignant le chiot, elle ne put s'empêcher de remarquer le regard de véritable inquiétude dans les yeux du chat noir. « Tu les protèges, n'est-ce pas ?» chuchota-t-elle. « Tous. »
Le félin la fixa pendant un long moment avant de se tourner vers la fenêtre. Avant de partir, il lança un dernier regard à Marie comme pour dire « Nous sommes ensemble dans cette histoire ». Dans les jours qui suivirent, la tension à Val-Serin atteignit des niveaux critiques. Des rumeurs sur une grande opération de trafic sur le point de se produire se répandirent. La police intensifia les patrouilles et des bénévoles se relayaient pour des veilles dans toute la ville. Marie, épuisée mais déterminée, savait qu'ils étaient sur le point d'affronter leur plus grand défi jusqu'à présent. Avec Claire Moreau préparant un reportage explosif, les autorités resserrant l'étau et la communauté unie, la scène était prête pour une confrontation décisive. Et au milieu de tout cela, silencieux et vigilant, le chat noir poursuivait sa mission, guidant et protégeant, un gardien des ombres prêt à faire ce qui était nécessaire pour sauver ceux qui ne pouvaient pas se défendre. La pleine lune planait sur Val-Serin comme un œil vigilant, baignant la ville d'une lumière argentée éthérée. C'était comme si la nature elle-même était consciente de la bataille qui allait bientôt se dérouler. Marie, Claire, Jules et un petit groupe de bénévoles de confiance étaient réunis à la clinique vétérinaire, transformée en un centre d'opération improvisé. Des cartes de la ville et des environs couvraient les murs, marqués de points suspects et de routes de fuite possibles. « Nos sources ont confirmé », dit Claire, sa voix tendue. « La grande opération de trafic est prévue pour cette nuit. Ils vont essayer de transporter des dizaines d'animaux hors de la ville. » Jules, nerveux mais déterminé, ajouta « J'ai obtenu des informations de certains anciens collègues du chenil. Ils prévoient d'utiliser 3 itinéraires différents pour tromper les autorités. » Marie hocha la tête, ses yeux parcourant la carte. « Nous devons alerter la police, mais avec prudence. Nous ne savons toujours pas jusqu'où va la corruption. » Alors que le groupe discutait des stratégies, un miaulement familier retentit à la fenêtre. Le chat noir était arrivé, et il n'était pas seul. Des dizaines d'autres chats se rassemblaient dehors, leurs yeux brillant dans l'obscurité. « On dirait que nous avons des renforts », sourit Marie, ouvrant la fenêtre. Le chat noir entra, suivi de quelques autres. À la surprise de tous, il s'approcha de la carte sur le mur et, avec une précision impressionnante, commença à toucher avec sa patte des points spécifiques. « Mon Dieu !» chuchota Claire, incrédule. « Il nous montre les emplacements exacts. » Rapidement, le groupe commença à mettre à jour ces informations, corrélant les points indiqués par le chat avec les renseignements qu'il possédait déjà. Une image claire de l'opération criminelle commença à se former. Pendant ce temps, dans les rues de Val-Serin, un mouvement inhabituel commençait. Des camions suspects étaient aperçus dans les périphéries et des hommes, à l'allure douteuse, se rassemblaient à des points stratégiques. Madame Claudette, dans sa veille inlassable, fut la première à le remarquer. Avec une agilité surprenante pour son âge, elle commença à mobiliser les habitants. « Attention, tout le monde !» cria-t-elle, sa voix résonnant sur la place centrale. « Ils sont là, protégez nos animaux !» Comme une vague, la nouvelle se répandit dans la ville. Des lumières s'allumèrent dans les maisons, des gens sortirent dans les rues, et un réseau improvisé de communication par messages textes et appels téléphoniques commença à traquer chaque mouvement suspect. Au commissariat local, le commissaire, Robert, qui avait été soigneusement examiné et jugé digne de confiance par Marie et Claire, recevait les informations en temps réel. « Les équipes sont en position », dit-il au téléphone à Marie. « Nous sommes prêts à agir à votre signal. » La tension atteignit son paroxysme lorsque, vers minuit, les premiers camions commencèrent à bouger. C'était le signal que tous attendaient. « Maintenant !» cria Marie, et l'opération débuta. Ce qui suivit fut une nuit de chaos contrôlé. Des policiers, guidés par les informations précises fournies par Marie et son équipe, interceptèrent des camions sur plusieurs routes. Des bénévoles formèrent des barrières humaines à des points stratégiques, empêchant le passage de véhicules suspects. Mais les trafiquants ne renonceraient pas facilement. Des affrontements éclatèrent à plusieurs endroits de la ville. C'est à ce moment-là que quelque chose d'extraordinaire se produisit. Des chats, des dizaines d'entre eux, surgirent des ombres. Avec une coordination impressionnante, ils attaquèrent les criminels, griffant, mordant et semant la confusion. Des chiens qui étaient transportés, encouragés par l'action féline, commencèrent à aboyer et à résister, rendant la tâche encore plus difficile aux trafiquants. Au milieu du chaos, Marie aperçut une figure familière tentant de s'échapper. C'était l'avocat qui avait rendu visite à M. Mercier en prison. Avec l'aide de Jules, elle réussit à coincer l'homme. « C'est fini »,
dit-elle, tandis que le commissaire Robert s'approchait pour procéder à l'arrestation. Votre réseau a été démantelé. À mesure que le ciel commençait à s'éclaircir, le résultat de l'opération devint clair. Des dizaines de trafiquants furent arrêtés, y compris certains noms surprenants de la politique et des affaires locales. Des centaines d'animaux furent secourus, beaucoup dans un état critique mais vivant. Claire Moreau, qui avait retransmis une partie des événements en direct, était exultante. « C'est la plus grande opération de sauvetage animal de l'histoire du pays », déclara-t-elle face aux caméras. Alors que la poussière retombait et que les premiers rayons du soleil touchaient Val-Serin, Marie se retrouva seule un moment. Épuisée mais profondément soulagée, elle s'accorda un moment de réflexion. Un miaulement doux l'attira de ses pensées. Le chat noir était là, assis à ses pieds, ses yeux verts brillants de ce qui semblait être de la fierté. « Merci », chuchota Marie, s'accroupissant pour caresser le félin. « Nous n'aurions pas réussi sans toi. » Le chat ronronna doucement, se frottant contre sa main avant de se tourner et de marcher vers le soleil levant. Marie l'observa partir, sachant que, bien que cette bataille ait été gagnée, la guerre pour la protection des animaux était loin d'être terminée. Les jours qui suivirent la nuit de la grande opération, comme elle fut baptisée à Val-Serin, furent un tourbillon d'activités et d'émotions. La ville, qui s'était déjà transformée au cours des dernières semaines, se retrouvait maintenant au centre de l'attention nationale. Des journalistes de tout le pays inondèrent les rues, avides de capturer chaque détail de l'histoire qui avait captivé la nation. Des caméras de télévision retransmettaient en direct les scènes de sauvetage et de récupération des animaux, tandis que des interviews des héros locaux étaient diffusées aux heures de grande écoute. Marie, désormais une figure reconnue nationalement, avait à peine le temps de respirer. Entre les soins aux animaux secourus, la coordination des efforts de réhabilitation et les entretiens avec la presse, elle se voyait tiraillée dans 1000 directions. « Docteur », appela Jules, entrant précipitamment dans la clinique un matin. « Vous devez voir ça. » Il alluma la télévision, syntonisant une chaîne d'information nationale. Le titre fit suffoquer Marie. Le scandale du trafic animal atteint les plus hauts échelons du gouvernement. Le reportage mené par Claire Moreau révélait un réseau de corruption qui s'étendait bien au-delà de Val-Serin. Des politiciens influents, des hommes d'affaires puissants et même des célébrités étaient impliqués dans le réseau de trafic animal. « C'est plus grand que ce que nous imaginions », murmura Marie, sentant le poids de la responsabilité sur ses épaules. Pendant ce temps, dans les rues de la ville, une transformation remarquable se produisait. Inspirés par les récents événements, les habitants de Val-Serin commençaient à adopter une attitude plus active dans la protection des animaux. Madame Claudette, désormais une véritable célébrité locale, dirigeait des marches et des réunions communautaires. « Chacun d'entre nous peut faire la différence », déclarait-elle, Biscotte toujours à ses côtés. « Ensemble, nous pouvons créer un monde plus compatissant pour toutes les créatures. » Le maire Auguste Neuville, reconnaissant le changement dans les vents politiques, annonça une série de mesures révolutionnaires. « Val-Serin sera un modèle de protection animale pour le monde », proclama-t-il lors d'une conférence de presse. « Nous mettons en place des lois plus strictes contre la maltraitance, augmentons le budget des programmes de stérilisation et d'adoption et introduisons l'éducation au bien-être animal dans toutes les écoles. » Cependant, tout n'était pas rose. Avec l'attention nationale tournée vers Val-Serin, les opportunistes apparurent également. Des entreprises d'animalerie douteuses, des experts en comportement animal sans accréditation et même des sectes prêchant une connexion spirituelle avec les animaux commencèrent à apparaître dans la ville. Marie et son équipe se retrouvèrent à devoir lutter sur un nouveau front. Éduquer la population sur les pratiques éthiques et fondées sur des preuves dans les soins aux animaux. Un après-midi, alors que Marie organisait une conférence sur le sujet, elle reçut une visite inattendue. C'était le commissaire Robert, son visage chargé d'inquiétude. « Docteur, nous avons un problème, » dit-il, sa voix basse. « Qu'un Mercier, il s'est échappé de prison. » La nouvelle tomba comme une bombe. L'homme qui avait tout déclenché, l'architecte original du réseau de trafic, était libre, et Marie savait, au fond de son cœur, qu'il ne se reposerait pas tant, qu'il ne se serait pas vengé. Cette nuit-là, incapable de dormir, Marie sortit pour une promenade. Ses pas la menèrent jusqu'à l'ancien terrain du Chenil Horizon, maintenant transformé en mémorial pour les animaux qui avaient souffert là. S'asseyant sur un banc,
Elle observa la pleine lune perdue dans ses pensées. Un mouvement doux attira son attention. Le chat noir, son fidèle allié, émergea des ombres. « Tu savais que cela arriverait, n'est-ce pas ?» chuchota Marie. « Tu savais que notre lutte n'était pas terminée. » Le félin la regarda de ses yeux verts pénétrants, comme pour dire « Nous sommes prêts pour ce qui va venir. » À ce moment-là, Marie prit une décision. Peu importait ce que M. Mercier prévoyait, peu importait à quel point la route serait difficile, elle ne reculerait pas. Valserrin était devenu un symbole d'espoir pour les animaux et les défenseurs dans tout le pays, et elle ferait tout pour protéger cet héritage. Alors que la nuit avançait, une énergie palpable flottait dans l'air. Dans les maisons, les refuges et les rues de toute la ville, animaux et humains semblaient sentir qu'une nouvelle bataille approchait. Les chiens aboyèrent vers les ombres, les chats se rassemblaient en groupes vigilants, et les habitants vérifièrent leurs serrures avec un soin supplémentaire. Valserrin, autrefois une paisible ville de province, se trouvait maintenant à l'épicentre d'une révolution. Et alors que le soleil se levait à l'horizon, apportant avec lui la promesse d'un nouveau jour, Marie savait que la véritable épreuve de sa détermination et de la force de sa communauté était encore à venir. Le chat noir, comme un gardien silencieux, resta à ses côtés, ses yeux fixés sur l'avenir incertain qui les attendait. Ensemble, ils affronteraient ce que le destin leur réservait, unis par l'amour des animaux et la croyance inébranlable qu'à la fin, la compassion triompherait toujours. Les jours qui suivirent l'annonce de l'évasion de M. Mercier furent marqués par une tension palpable à Valserrin. La ville, qui célébrait récemment sa victoire contre le trafic d'animaux, se retrouvait maintenant plongée dans un état d'alerte constant. Marie, plus que jamais, ressentait le poids de la responsabilité sur ses épaules. Elle savait que M. Mercier ne se reposerait pas tant qu'il ne se serait pas vengé, et elle craignait non seulement pour sa propre sécurité, mais aussi pour celle de tous les animaux et alliés qui avaient lutté à ses côtés. Un matin, alors qu'elle examinait l'un des chiens secourus lors de l'opération, Marie reçut une visite inattendue. Claire Moreau entra dans la clinique, son visage habituellement confiant maintenant marqué par l'inquiétude. « Marie, » commença Claire, sa voix basse, « j'ai reçu des informations d'une source fiable. Monsieur Mercier n'agit pas seul. Il a le soutien de personnes puissantes, des gens qui ont été exposés lors de notre enquête et qui veulent se venger. » La nouvelle, bien qu'alarmante, ne surprit pas complètement Marie. Elle avait soupçonné que le réseau de corruption était plus étendu qu'il ne le pensait initialement. « Que pouvons-nous faire ?» demanda Marie, se sentant soudainement épuisée. Claire posa sa main sur l'épaule de son amie. « Continuez à lutter, mais cette fois nous devons être plus intelligents. J'ai un plan. » Pendant ce temps, dans les ruelles et les ombres de Valserrin, un réseau silencieux se mobilisait. Le chat noir, infatigable dans sa vigilance, avait recruté non seulement des félins, mais aussi des chiens errants, des oiseaux et même quelques rongeurs. Chaque créature avait un rôle à jouer, observant, écoutant et rapportant toute activité suspecte. Madame Claudette, désormais une figure centrale dans la communauté de protection animale, organisait des groupes de bénévoles pour patrouiller la ville. « Nous ne laisserons pas ces criminels détruire tout ce que nous avons accompli », déclarait-elle lors de réunions communautaires, sa voix tremblant non de peur, mais de détermination. Le maire Auguste Neuville, pressé par l'opinion publique et sincèrement engagé dans la cause, renforça la sécurité dans la ville. Des caméras de surveillance furent installées à des points stratégiques, et la police locale reçut une formation spécialisée dans la lutte contre le trafic d'animaux. Cependant, malgré tous les efforts, la menace semblait se rapprocher chaque jour. De petits incidents commencèrent à se produire. Un refuge pour animaux eut ses serrures forcées pendant la nuit, bien qu'aucun animal n'ait été emporté. Des tracts diffamatoires contre Marie et ses alliés apparurent éparpillés dans la ville, et des rumeurs d'une nouvelle opération de trafic circulaient dans les bas-fonds du crime. Un soir, alors que Marie travaillait tard à la clinique, elle entendit un bruit suspect venant de l'arrière du bâtiment. Le cœur battant, elle s'approcha prudemment de la porte de service. Avant qu'elle ne puisse atteindre la poignée, la porte s'ouvrit violemment. Pendant un moment de pure terreur, Marie se retrouva face à face avec M. Mercier. « Surprise de me voir, docteur ?» sourit-il, un éclat maniaque dans les yeux. Marie recula, cherchant désespérément quelque chose à utiliser comme arme.
Mais avant que M. Mercier ne puisse avancer, un rugissement féroce déchira l'air. Comme un éclair noir, le chat mystérieux bondit des ombres, atterrissant sur le visage de l'intrus. M. Mercier hurla de douleur et de surprise, titubant en arrière. Profitant de la distraction, Marie courut vers le téléphone, composant rapidement le numéro de la police. Lorsque les sirènes commencèrent à retentir au loin, M. Mercier, le visage marqué par des griffures, lança un dernier regard de haine à Marie. « Ce n'est pas fini !» grogna-t-il avant de disparaître dans la nuit. Tremblante, Marie s'accroupit pour vérifier l'état de son sauveur félin. Le chat noir la regarda de ses intenses yeux verts, comme pour dire « Je suis là, je serai toujours là ». L'incident à la clinique fut un tournant. Il devint clair pour tous que le danger était réel et imminent. Claire Moreau, utilisant ses contacts dans les médias, lança une campagne nationale d'alerte, exposant les risques auxquels Val-Sérins et sa cause étaient confrontés. La réponse fut écrasante. De tout le pays arrivèrent des offres d'aide. Des avocats se portèrent volontaires pour renforcer les lois de protection animale. Des experts en sécurité offrirent leurs services et des citoyens ordinaires envoyèrent des dons et des messages de soutien. Marie, bien que touchée par cette vague de solidarité, savait que la véritable bataille était encore à venir. Lors d'une réunion d'urgence avec Claire, Jules, Madame Claudette et le commissaire Robert, elle exposa ses craintes. « Monsieur Mercier n'abandonnera pas, dit-elle, sa voix chargée d'inquiétude. Et j'ai peur de ce qu'il pourrait faire dans son désespoir. » Claire, toujours stratège, proposa un plan audacieux. « Et si nous utilisions cette menace à notre avantage? Nous pourrions tendre un piège, attirer Monsieur Mercier et ses alliés dans une situation où nous pourrions les exposer une fois pour toutes. » L'idée était risquée, mais tous convinrent que ce pourrait être leur meilleure chance. Dans les jours qui suivirent, un plan élaboré fut élaboré. Chaque détail fut méticuleusement planifié, chaque scénario possible envisagé. Alors que la ville se préparait à ce qui pourrait être sa bataille finale contre les forces qui menaçaient ses animaux et sa paix, Marie trouva un moment de quiétude. Assise dans son jardin, observant les étoiles, elle sentit la présence familière du chat noir à ses côtés. « Sommes-nous prêts ?» demanda-t-elle doucement. Le félin la regarda, ses yeux verts brillant d'une détermination féroce. À ce moment, Marie sut que, quoi qu'il arrive, ils l'affronteraient ensemble. Humains et animaux, unis par un but plus grand. À mesure que la nuit avançait, une énergie palpable planait sur Val-Sérins. La ville, autrefois paisible, se préparait maintenant à une confrontation qui pourrait changer non seulement son destin, mais celui des animaux dans tout le pays. La scène était prête, les acteurs en place. La bataille finale était sur le point de commencer.